Bon, alors, vous voulez mobiliser un groupe parce que ça va pas et parce qu'il faut qu'il revoie sa façon de faire. Donc, dans ce cas-là, parmi les erreurs les plus courantes, il y a celle de manœuvrer pour influencer l'un, puis l'autre, et puis essayer d'y arriver petit bout par petit bout. Alors, ça s'appelle la vraie vie. C'est, c'est comme ça que ça se passe normalement. De toute façon, on va pas créer un événement, créer une situation particulière à chaque chose à faire avancer ou corriger. Mais parfois, c'est dommage de se retenir, de vouloir manœuvrer, alors qu'on pourrait faire les choses très clairement. Pourquoi on fait pas les choses clairement ? Parce qu'on a tendance à se dire qu'il n'y a pas trop d'alternatives. Il faut taper du poing sur la table pour rendre tout le monde réaliste à propos du sujet que vous voulez faire évoluer. Que vous soyez membre de l'équipe ou en lead de cette équipe, en direction de cette équipe. Voilà, on se dit, il faut que je dresse un constat objectif. Et puis l'autre truc, c'est que on est dans un monde où, si on pointe un problème, on trouve ça plus élégant, voire même parfois abusivement moral, lorsqu'on voit un problème, d'en apporter une solution. Donc, réunir les gens vous permet de poser le problème, vous permet de le faire vous permet de ne pas connaître exactement le problème. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un diagnostic impeccable. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une solution impeccable. Voilà un bon moyen qui peut paraître un peu lâche, pas très élégant, et pourtant vachement intelligent, de poser un problème. Le poser ensemble, surtout quand il nous concerne, nous, plusieurs personnes, et le résoudre ensemble. Voilà, j'enfonce des portes ouvertes, mais ça se passe pas comme ça, vous le savez, on fait rarement comme ça. Alors, lorsqu'on arrive dans ce genre de situation, donc notre pratique de la facilitation nous donne quelques repères que je vais essayer de vous livrer là, sans du tout avoir l'ambition de vous transmettre des techniques de facilitation, ce qui n'est pas votre métier et tout ça. Alors, c'est encore une histoire de mindset plus que de technique. Si vous voulez qu'un groupe constate un problème, ne pas dire votre diagnostic ou vos impressions, ou votre diagnostic prudent, vu de votre fenêtre, c'est une connerie. Parce que vous allez rentrer dans un programme, dans une façon d'amener les choses, où parce que vous allez taire votre point de vue, c'est inconscient, c'est limite inconscient, vous allez vouloir faire au groupe votre raisonnement, ce qu'il ne veut pas faire. Où il y a des chances qu'il ne le fasse pas. Ou s'il le fait, c'est pas le sien, donc chaque individu fera pas exactement le vôtre. Donc, premier conseil, c'est vous pouvez dire votre point de vue. Vous pouvez vous dire votre point de vue avec prudence. Par exemple, vous pouvez dire je sais que je suis probablement pas complètement objectif, mais j'ai la certitude, je vous avoue que j'ai la certitude que le problème c'est celui-là. Ou que je ne sais pas bien définir le problème, mais il faudrait que la solution ce soit celle-ci. Donc je vais beaucoup parler en tout cas dans ce genre de vidéo de tout l'aspect flou, obscur, fluide de l'intelligence collective, mais parfois ça vaut le coup d'objectiver. On ne demande pas aux gens de réfléchir comme s'ils faisaient le parcours de ce qui est une démonstration, ça c'est une connerie, mais dans ce genre de situation, lorsqu'il y a un problème et une solution entre les mains d'un groupe, ça vaut le coup d'essayer d'aller vers l'objectivation, la clarification de quel est le problème. Bien poser le problème, on est toujours à 2 secondes de la solution. Ou bien poser la solution, ça nous en dit long sur le problème qu'il va falloir poser de toute façon si on veut le résoudre. Quand bien même vous êtes sûr d'avoir la solution. Si c'est à un groupe que vous voulez confier ce problème et cette solution. Donc voilà, premier point, ne dissimulez pas votre avis au début. Après, vous faites partie du groupe, vous raisonnez avec lui, vous avez le droit de faire des allers-retours, de vous tromper, de revenir sur votre avis, d'insister. Mais voilà, si c'est vous qui ouvrez le bal sans taire votre avis, votre a priori, sans taire au groupe que vous avez déjà fait un peu le boulot, ne serait-ce que parce que vous avez pris de l'avance sur le sujet, mais invitez-le à... alors pas nécessairement attaquer votre point de vue, mais avoir à développer le leur. Voilà, ça c'est un premier repère. Un deuxième repère auquel je pense, c'est ces histoires de culpabiliser. Donc, vous avez une équipe ou un groupe qui dysfonctionne sur son sujet, ou
qui fonctionnent pas assez bien en tout cas, donc c'est tellement pas assez bien que vous vous dites qu'ils dysfonctionnent. Admettons que vous arriviez dans une situation où vous l'avez suffisamment bien amené, vous avez suffisamment bien posé votre point de vue et invité le point de vue des gens pour que tout le monde se dise « Ah ouais, c'est merdique ce qu'on fait. Et il faut revoir les choses. » Et ben, dans la vraie vie, dans le quotidien, souvent tout se passe comme si on oubliait que c'est ce même groupe, tout pétri de culpabilité et qui se sent grosse loose, qui va trouver la solution. Et donc, dans ce même groupe, par exemple, les gens qui se sentent particulièrement coupables de la situation actuelle, eh ben, il va falloir qu'ils laissent place à la solution future, ou voir qu'ils l'apportent, ou voir qu'ils l'inventent. Donc c'est con de les rendre tout faiblards. Après, je veux pas du tout rentrer dans le truc idéologique. C'est mal de culpabiliser, truc judéo-chrétien pas bien. Non, c'est juste que c'est très présent. Et si c'est là dans notre culture, c'est probablement extrêmement puissant pour mobiliser les gens, en partie, peut-être pour les faire se taire aussi un petit peu, mais c'est un levier. Mais il y a aussi un autre excès dans l'autre sens, c'est d'être persuadé que la solution est entre leurs mains et ne pas dire... Alors ça, moi je le suis, c'est l'idéologie de mon métier, de penser qu'un groupe est capable de résoudre des trucs fantastiques, mais ne jouer qu'avec ça, ne jouer qu'avec cet espoir, cette confiance, alors même que ça pourrait vous faire éviter au groupe de faire un constat objectif, quoi, qui est nécessaire. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Et en fait, souvent, de mon impression, lorsque nous nous apprêtons à intervenir auprès d'un client, que nous rentrons dans ce problème et qu'on regarde comment il était dans ces problématiques et qu'on regarde comment elles étaient gérées avant, tout se passe comme si, en exagérant le trait, les gens, coup par coup, choisissaient de mettre aux gens le nez dans le caca ou leur enlever la contrainte et les obstacles et leur dire « je crois en vous, c'est super, on va voir les solutions » et ignorer le problème. Comme s'il y avait un choix à faire. Et bien, ce que je viens vous dire par l'expérience des techniques de travail en groupe, c'est qu'un groupe, vous n'avez pas à choisir. Donc, vous pourriez vous dire « si, il faut être clair, est-ce qu'on a merdé ou est-ce qu'on n'a pas merdé, en fait ?» Si on se dit qu'on a merdé, on va être faible pour trouver une solution. Si on se dit qu'on n'a pas merdé, on risque de ne pas voir le problème et donc de ne pas avoir envie de le résoudre. Et bien en fait, là, on rentre dans le flou d'un groupe. Si vous avez plus de 10 personnes dans la pièce, eh bien, non seulement la motivation de la culpabilité ou du « on est nul, on a merdé » peut fonctionner, mais aussi, en parallèle et en même temps, la motivation de on est trop fort, on n'a pas eu de chance, le petit truc moral, genre on voit ses erreurs, donc du coup ça nous rend fort, mais aussi on a eu plein de bonnes raisons d'être dans ses erreurs, etc. Cet aspect motivant, pas le côté paralysant de j'ai eu raison d'avoir tort et je bouge plus, quoi, mais voilà, quand même, avoir la confiance. Ces deux choses-là peuvent cohabiter dans un groupe. Alors, pas uniquement parce que c'est un groupe. Parce que vous allez être au travail, vous allez avoir des discussions, vous allez parler de micro-sujets liés à cette problématique. Même les individus vont passer de l'un à l'autre. Et il n'y a pas besoin de trancher. Il n'y a pas besoin de se dire, si vous êtes orienté solution, si vous êtes dit, on est là pour améliorer les choses, à partir de ce moment-là, laissez au groupe le soin, et aux individus le soin, et à la conversation, et au travail, de faire que là-dessus on culpabilise pas du tout, on se sent fort, etc. Il n'y a pas besoin de rentrer dans cette boîte noire. Assurez-vous qu'il y a les deux. Ce que je dis est assez réducteur parce qu'il y a plein d'autres paramètres, mais essayez de vous débarrasser du fait de devoir trancher si on a été nul ou si on n'a pas été nul. Empêchez les gens qui se sentent... vous pouvez... Alors là, c'est une question de tempérament. Vous pouvez jouer au contre-pied. C'est-à-dire que si vous avez de la puissance dans cette situation et qu'on vous écoute, vous êtes le leader, le facilitateur, ou simplement le poil à gratter, c'est la personne qui a amené le truc, vous pouvez prendre le contre-pied. Donc quand quelqu'un culpabilise, vous lui trouvez de bonnes raisons pour lui redonner un peu de confiance. Ou quand le groupe exprime ce genre de truc,
Et vice-versa. Quand on se dit, bon, bah, on est trop fort et tout, ouais, mais quand même, on aurait pu le voir avant, ouais, mais quand même, comment ça va pas se reproduire, etc. Vous pourriez avoir ce genre d'angle, donc le contre-pied. Ou simplement, si vous êtes plus... Si c'est pas votre tempérament, voilà, si vous vous considérez plus constructif, je voudrais pas mettre un tour moral à ça, mais voilà, si vous êtes d'un autre tempérament, alors c'est un peu plus subtil, mais veillez à accompagner l'expression de « on est nul », sans aller trop loin, mais aussi, lorsque vous la voyez, cette expression-là, essayez de repérer, il y aura toujours du « non, non, on n'est pas nul, on est trop fort », parce qu'on est en train de faire le constat, parce qu'on avait des raisons d'avoir tort, parce que la donne est nouvelle, parce que les choses évoluent, etc. Si vous êtes de ce tempérament-là, essayez au moins de les relever dans la conversation, ces deux angles-là. Là, je me mets beaucoup là-dessus, mais bon, voilà. C'est pour cette première partie dans vos travaux de constat commun, ça vaut le coup de prendre en compte ces considérations. Alors, est-ce que je peux vous donner aussi d'autres trucs ? Alors, je vais dire un truc qui peut paraître évident, mais je l'ai pas dit jusqu'alors. Même dans les techniques de travail en groupe, où on mélange un groupe, il va procéder par essai-erreur. On mélange les problèmes, les problématiques, les sujets. On crée un magma. Même dans ce magma-là, on a tendance, en tout cas jusqu'à maintenant dans la pratique du métier, à distinguer plutôt l'étape du constat et l'étape de tentative de solution. On dit même dans notre jargon qu'il y a une étape où on crée le problème. Quand bien même il est déjà posé, etc., il faut que le groupe se le crée. Donc voilà, vous pouvez garder ce repère-là qui est un peu basique, qui est intuitivement immédiat. On pose le problème, puis on cherche la solution. D'ailleurs, ça vaut même le coup parfois de poser tellement le problème que vous profitez d'un certain agacement des individus dans l'équipe qui sont prêts à y aller pour la solution. Mais vous terminez de poser le problème. Bon, je m'égare. Donc ça, c'est une évidence. Vous pouvez commencer par vous concentrer sur poser le problème, poser le constat. Le préparer, c'est quand même la moindre des choses pour votre situation de groupe. Enfin, pour la plupart des gens, ça va être la moindre des choses de faire l'effort d'arriver avec quelque chose, une présentation, un constat, de vérifier que le constat est au moins un peu partagé. Donc vous pouvez le faire, mais n'oubliez pas l'étape où le groupe se reformule la situation et vous acceptez qu'il passe par un chemin où il ne partage pas exactement votre constat. Il en pose un autre. Vous acceptez quelques errances, vous acceptez que ça ne touche pas exactement les choses de la manière dont vous les avez posées. Faites confiance au processus que vous avez mis en place. Si vous laissez suffisamment d'interaction, de conversation, si par exemple vous êtes dans une situation où vous avez plusieurs sous-groupes qui vont avoir l'occasion de se remélanger, ce genre de choses-là, s'il y a beaucoup de frottement, de friction, faites confiance au truc. Le constat va être posé. Et s'il n'est pas très 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 bien posé, intellectuellement, en tout cas vous pourrez vous dire, il est posé, si ça vous convient à peu près, il est posé d'une manière qui convient au groupe. Donc, d'une manière que le groupe saura vivre et solutionner. Et dans la durée. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Lorsque vous passez du constat aux solutions. Alors, c'est bien d'avoir un gros temps où on partage sur le constat, mais en fait, quand vous allez aller dans la recherche de solutions, il faut prendre en compte dès votre création de la situation, dès la manière dont vous rentrez dans cette réunion ou la manière dont vous la designez, en fait, si vous en faites l'agenda ou si vous faites plusieurs réunions, si ça va s'étaler sur plusieurs réunions, il faut d'emblée prendre en compte le fait que pendant qu'on va chercher la solution, en fait c'est là que va véritablement se faire le constat. Je ne dis pas poser, écrit, mais en fait les gens en cherchant des solutions vont recomprendre ce à quoi ils ont affaire, bien évidemment, ça ne vous étonne pas, et ils vont tâtonner. Alors je ne parle pas des gens individuellement, mais je parle du groupe. Et donc, plutôt que de se dire, il faut que j'accepte que ça tâtonne, mais je vais tenter d'aller droit au but, si vous voulez de la maîtrise, si vous voulez ne pas risquer que tout ça fasse un flop, prenez-le en compte dès maintenant que le groupe va avoir besoin de tâtonner. Et donc, prévoyez, dans les réunions que vous prévoyez, ou le temps de la réunion, prévoyez plusieurs allers-retours. C'est-à-dire, on fait une tentative de solution, on revient dessus et on l'attaque.
pour mieux la consolider, pour la conforter aussi. C'est pas nécessairement l'attaquer, mais on revient dessus. On résiste au fait de se jeter sur le premier truc qui a l'air sympa. Donc on impose des angles d'attaque justement parce que c'est sympa pour le consolider. Ou on évite aussi, on sait, selon les sujets, les personnes qui sont dans la salle, de descendre un truc, une idée à peine naissante, elle est fragile. Donc on peut essayer de la protéger un peu, de lui donner une chance, de dire non mais imaginons que ça marche, pourquoi ça marcherait? Vous pouvez prendre ce genre d'angle-là pour la sauver. Donc prévoyez d'emblée que vous allez tâtonner et assumez-le d'emblée, c'est l'assurance de maîtriser cette situation. Deuxième chose, pour faire le lien avec ce que je disais avant sur le fait qu'on continue à faire le constat quand on cherche la solution, c'est de vous assurer qu'il y a l'espace pour ça, le temps pour ça. Par exemple, si dans la phase de recherche de solution, les gens sont pas en réunion, sont séparés, le problème a bien été posé, puis on demande par exemple à chacun, s'il a une idée de solution, de venir avec, de la proposer, les gens sont challengés de cette manière, eh bien, si par exemple ces idées sont présentées à la personne qui va décider et qu'elle tranche, c'est bien pour votre processus de décision, mais c'est pas bien pour continuer à faire le constat. Donc je donne cet exemple. Qu'est-ce qu'il vaut mieux faire ? Il vaut mieux organiser des conversations. C'est pas nécessairement tout le monde, c'est pas nécessairement de manière synchronisée, mais les tentatives de solution, elles sont toutes intéressantes, même celles qui ne vont pas être gardées. Et plus le groupe est grand, plus les options qui ont disparu, ça vaut le coup que les gens les aient vues. Alors ça veut pas dire nécessairement les présenter, les objectiver. Dans les techniques de travail en groupe, les options qui tombent, on a tendance à pas les pointer, à les laisser partir. Parce que si on les pointe, ça met quelqu'un en avant, ça remet une pièce dans le jukebox des arguments qui sauvaient cette option. Alors, on peut la laisser disparaître, mais vous devez vous assurer que les gens les ont vues, parce que, mettons que la solution A soit choisie, lorsqu'on va la faire fonctionner, avoir vu ce qu'était la solution B, et donc sentir ce que n'est pas la solution A, sentir pourquoi on n'a pas choisi la solution B. L'avoir en repère, que le groupe l'ait connu, ça renforce la robustesse de l'application de la solution A. Ça renforce aussi, bien évidemment, probablement, l'émergence de la solution A. Voilà. J'hésite à être plus spécifique, mais pour l'instant, en tout cas, ces vidéos ne sont pas faites pour former des facilitateurs. Elles sont faites pour des gens qui ont, comme beaucoup de gens, un rapport à un groupe ou l'envie d'en avoir un, qui sont en situation de mobiliser un groupe. Et on est très concret chez What is the Game, on aime bien les techniques. Voilà, c'est pas nécessairement la philosophie ou même la psychologie de la chose. Et donc si là je me retrouve à vous dire des choses qui sont plutôt de l'ordre de l'attitude, de la façon d'approcher le problème, en tout cas, croyez-moi sincèrement, c'est pas dans le but de jeter de la confusion et de vouloir intellectualiser les trucs à mort. C'est probablement en tout cas, c'est ce qui me semble parler le mieux aux gens qui sont en situation. Après, les techniques, c'est autre chose. Et ce serait peut-être probablement pas plus efficace de parler technique. Voilà.